Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, nous avons déjà exploré à plusieurs reprises le monde politique tel qu'il a été conçu par J.K. Rowling à l'intérieur du Wizarding World en tentant d'en dévoiler certaines parties. Nous avions pu nous intéresser à la relation complexe qu'entretenait par exemple Albus Dumbledore vis-à-vis du pouvoir politique. On avait pu s'intéresser au personnage de Cornelius Fudge et à toutes ses complexités, à l'histoire du ministère de la magie, ou encore aux institutions internationales qui régissent le monde magique, ainsi qu'au code international du secret magique, etc., etc. Bref, vous l'aurez compris, nous vous en avons déjà beaucoup dit. Mais il y a encore quand même pas mal de choses à dire dans la mesure où J.K. Rowling a voulu, dès le début de son processus créatif au niveau de l'écriture, doter le monde magique d'institutions politiques, économiques, journalistiques, judiciaires, pénitentiaires et scolaires pour en faire un monde bien plus vaste qu'un univers se limitant aux simples frontières d'une école, ce qui vient d'ailleurs très grandement fragiliser, vous le savez, les rumeurs pouvant laisser penser que Harry Potter serait un plagiat, ce qui est une thèse absolument abracadabrantesque, comme vous en avez déjà parlé. La richesse d'un tel univers a forcément pour complexité aussi que la majorité de son activité se déroule souvent en dehors du roman et que nous ne faisons grosso modo qu'en effleurer une partie assez limitée qui laisse place effectivement parfois à pas mal d'interrogations dont il faut essayer de combler les trous, soit en nous référant à l'épaisse documentation laissée par J.K. Rowling, soit en faisant grosso modo quelques suppositions en partant de ce que l'on peut établir comme étant des bases concrètes et suffisamment solides pour constituer un socle. Vous le savez, l'actualité dans notre monde des Moldus fait que nous sommes dans une espèce d'impasse institutionnelle où trouver un Premier ministre semble globalement aussi complexe que de fabriquer la pierre philosophale. Si en France, notre Constitution nous permet de comprendre très globalement, on va dire, la manière dont les choses peuvent se dérouler, et on sait que parfois c'est un petit peu plus complexe que ça, en tout cas, généralement, on est censé savoir à peu près comment ça fonctionne, mais ce n'est pas toujours le cas. On s'aperçoit souvent que les jeux politiques rendent les choses beaucoup plus complexes qu'elles n'y paraissent en réalité. Et c'est vrai que là, en l'occurrence, c'est la période véritablement que nous traversons. Et c'est dans ce contexte que nous avons eu envie de nous poser la question sur cette chaîne de savoir, par exemple, comment était élu le Premier ministre, comment étaient dirigées les institutions politiques du monde des sorciers. Bref, grosso modo, comment est-ce que cette machine, où l'État semble faire en fait presque totalement omniprésent et omnipotent, doté de pouvoirs presque illimités, peut fonctionner de manière concrète et réelle. Nous allons tenter dans cette vidéo de faire donc un peu la lumière, vous l'aurez compris, sur ce côté peu abordé du monde des sorciers, mais qui présente à notre sens un intérêt d'autant plus grand dans la période que nous connaissons au moment où nous écrivons cette vidéo et où nous constatons que c'est quand même pas mal le bazar dans notre monde des Moldus. Tout d'abord, ce qu'il faut reconnaître, c'est que le monde magique connaît une stabilité politique assez forte dans la mesure où sur toute l'œuvre de Harry Potter, nous n'avons connu en réalité que 5 ministres de la magie, dont 4 légitimistes, Cornelius Fudge, Rufus Grimgor, Kingsley Shacklebolt et Hermione Granger, c'est-à-dire dans le sens où ils ont accédé au pouvoir de manière on ne peut plus légale, et puis un ministre évidemment qui a été implanté par un coup d'État fomenté par Lord Voldemort et qui a donné lieu à la prise de pouvoir, vous le savez, de Pius Thicknesse, sinistre personnage s'il en est, et que nous ne pouvons pas véritablement considérer comme ayant été régulièrement, au sens de la loi, placé à la tête du ministère de la Magie, encore que on va voir que tout cela est un peu compliqué. Rappelons que l'œuvre de Harry Potter se déroule globalement sur une quarantaine d'années, donc on est quand même sur plutôt un bon ratio qui correspond d'ailleurs plus ou moins aux périodes de changement de Premier ministre en Grande-Bretagne qui ont le plus souvent une stabilité quand même plus forte et une durée de mandat plus longue que ce que nous pouvons connaître en France, surtout dans les dernières années. Pour répondre à nos questionnements du jour et sans pour autant verser dans la dissertation juridique, la première chose que l'on peut remarquer, c'est que si nous savons qu'il existe de très nombreuses lois, décrets et même des textes internationaux au niveau du monde magique, il faut reconnaître que nous n'avons jamais entendu parler, par exemple, d'une quelconque constitution qui viendrait régir le monde de la magie britannique. Ce n'est pas quelque chose qui ressort de manière directe dans le récit. Ce n'est pas
tout à fait anormal entre nous d'ailleurs, dans la mesure où on a le sentiment en fait que les institutions du monde magique se sont construites un peu indépendamment en fait de tout système et que c'est en quelque sorte en fait la tradition qui a pris un petit peu le pas sur la constitution véritablement d'un système comme on a pu le voir en France où on a enchaîné par exemple les républiques. À titre d'exemple, on sait que le ministère de la magie britannique n'apparaît que très tardivement, après notamment la signature du Code international du secret magique, ce qui n'a pas empêché pour autant le développement d'autres institutions à d'autres moments de l'histoire du monde des sorciers. On sait que Poudlard, par exemple, a plus de 1000 ans, on sait que Gringotts a une existence pour le moins aussi ancienne, si ce n'est davantage, on sait que le chemin de traverse, la Gazette du Sorcier sont aussi apparus également avant que le ministère ne se constitue, et toutes ces institutions en fait n'ont pas eu à attendre la constitution du ministère de la Magie pour trouver une forme de légitimité, bien au contraire. Poudlard, comme Gringotts, étaient des organisations tout à fait légitimes, sans avoir nécessairement besoin de l'imprimatur en fait d'un pouvoir politique au sens politicien du terme. En l'occurrence, Poudlard comme Gringotts répondent à la mise en œuvre d'initiatives privées, voulues par exemple pour Poudlard par les fondateurs et pour Gringotts par les gobelins, mais pas par la volonté en fait exprimée d'un pouvoir central, contrairement à ce que nous pourrions par exemple imaginer dans le monde des Moldus. La date exacte de la mise en place d'institutions politiques et gouvernementales demeure pour le coup quelque chose de relativement difficile à trouver. Mais on peut cependant imaginer que plusieurs tentatives de constitution d'un corps, on va dire un petit peu institutionnel ou gouvernemental, ont tenté d'aboutir au fur et à mesure des siècles. Durant la grande révolte des Gobelins, qui se termine en 1612, on sait que les trois ballets, par exemple, à Préolard, aura servi de quartier général à ce qui est défini comme étant, entre guillemets, une autorité des sorciers, sans que l'on puisse véritablement en définir la nature exacte, puisque cela n'est pas précisé dans le roman. Nous resterons donc sur la date de 1689 pour parler de la mise en œuvre, on va dire, d'autorités magiques. Ce qui ne signifie pas d'ailleurs qu'il s'agit dans un premier temps d'un ministère. On peut imaginer qu'il s'agissait plutôt, pourquoi pas, d'une forme d'autorité gouvernée de manière collégiale pour justement développer une institution qui aura pour but de prendre le relais et de conduire à la mise en œuvre de ce que nous connaissons aujourd'hui comme étant l'institution gouvernementale de référence qu'est le ministère de la Magie. En effet, J.K. Rowling, on le sait, a fourni une liste complète des différents ministres de la magie qui se sont succédés au fur et à mesure des siècles. Et cependant, de manière assez intéressante, la chronologie qu'elle a établie ne débute qu'en 1707, ce qui laisse à penser qu'en effet, il n'y a pas nécessairement eu de ministère et de ministre auparavant, sauf si ce nom s'est perdu globalement dans l'histoire, pour une raison ou pour une autre, qu'elle soit d'ailleurs à voix ou non. Mais il apparaît cependant probable que ce soit quand même l'hypothèse d'abord d'une espèce de gouvernance collégiale, puis de l'apparition d'un ministre de la magie dans un second temps, qui soit la plus réaliste une fois l'ensemble du processus de création de cette nouvelle autorité arrivé à son terme définitif. Le fait est que ce ministre de la magie semble avoir quand même marqué globalement son histoire, puisque Ulick Gemp, c'est bien de lui dont nous parlons en l'occurrence, aura droit à son portrait dans le bureau du Premier ministre britannique des Moldus et servira près de 3 siècles après toujours de portail de communication entre le ministre de la Magie et le Premier ministre moldu. On peut donc penser qu'en effet, il a marqué une certaine période, et en tout cas d'une certaine manière, l'histoire institutionnelle du monde magique et forcément du monde des sorciers britanniques. D'ailleurs, J.K. Rowling a, à partir de ce moment-là, commencé à inscrire tout du moins plusieurs textes ou plusieurs grandes décisions qui peuvent montrer que le monde de la magie britannique est désormais assorti d'un gouvernement ou d'une institution politique suffisamment stable pour être capable de statuer sur des sujets, en fait, qui sont des sujets d'envergure. On sait par exemple qu'il y a un code mis en œuvre pour régir l'utilisation des baguettes magiques et ainsi interdire à toute créature non humaine de se procurer une baguette, ce qui conduira, vous le savez par exemple, à la révolte des Gobelins. Quelques années plus tard, il en va de même pour l'interdiction prise en 1709 sur l'élevage des dragons, ce qui là aussi montre une volonté d'interventionnisme de l'État sur ce sujet, particulièrement délicat, qui met en danger l'ensemble évidemment de la communauté magique et le maintien du secret magique par voie de conséquence compte tenu quand même de la taille de ces bestioles. Enfin, on sait aussi qu'une charte relative aux droits du Magen Magot sera prise globalement à peu près dans la même période, là aussi pour sanctuariser une institution judiciaire qui fonctionnait avant la constitution même du ministère de la Magie.
Nous comprenons donc parfaitement que ce ministère de la magie a mis du temps à émerger et à asseoir sa légitimité pour rompre en fait avec des pratiques qui dataient de plusieurs centaines d'années et dans lesquelles il a fallu remettre quelques points de cohérence et aussi apprendre à l'ensemble des structures en fait à travailler entre elles, ce qui demande forcément un peu d'effort. On peut citer par exemple ne serait-ce que le sujet de la diplomatie internationale dans le monde magique, où en fait on constate dans l'œuvre de J.K. Rowling que les premières traces en fait apparaissent dans le cadre du tournoi des Trois Sorciers, où les trois écoles vont établir des liens sans la présence d'une structure étatique définie permettant de valider par exemple la démarche qui est entreprise. Dans les événements de Harry Potter à la Coupe de Feu, on voit que les choses sont un peu différentes dans la mesure où le ministère de la Magie gère avec beaucoup de doigté l'organisation du tournoi et notamment l'arrivée de toutes les délégations, on allait dire olympiques, mais de toutes les délégations scolaires, l'arrivée des dragons, l'arrivée des autres charmantes créatures également venant du monde entier comme les sphinx, etc. etc. Ce n'est évidemment qu'un exemple parmi tant d'autres. On aurait aussi pu évoquer le fait que le ministère de la Magie a plus ou moins son mot à dire désormais sur la manière dont Poudlard organise et met en œuvre le programme éducatif que l'école enseigne aux élèves. On peut même se référer par exemple aux événements survenus dans l'intrigue de Harry Potter et la Chambre des Secrets où le ministère de la Magie semble entériner directement la mise à l'écart par exemple du directeur ou encore les événements qui se dérouleront cette fois-ci dans l'intrigue de Harry Potter et l'Ordre du Phénix où le ministère accroît son interventionnisme de manière totalement délirante et presque dictatoriale sur le choix des enseignants ou encore sur la manière d'agencer les programmes en nommant par exemple une grande inquisitrice comme, vous le savez, Dolores Jane Ombrage. Si le ministère de la Magie existe en tant qu'institution et traverse les siècles malgré les immenses difficultés et les périodes de troubles qui surviennent dans une histoire aussi longue, on sait cependant que le titulaire du poste suprême de l'organisation magique britannique répond à des logiques politiciennes, peut-être forcément parfois moins avouables que ce qui devrait être la normale dans un champ constitutionnel classique. Bref, vous l'aurez compris, ça s'appelle la politique. Dans l'ensemble de l'œuvre de J.K. Rowling, autour de Harry Potter et dans tout ce qu'elle a pu écrire sur le ministère de la Magie, elle n'a jamais pris le temps de rédiger exactement en quoi consiste le mode de désignation ou d'élection du ministre de la Magie. Généralement, on évoque dans le roman soit un processus de désignation ou de nomination, ce qui demeure globalement assez vague, car si le processus de nomination peut être apparenté traditionnellement au choix exprimé par une entité supérieure, mais à ce moment-là, laquelle, dans la majorité des cas et des situations, la désignation, elle, peut renvoyer quand même plutôt à une élection. Pourtant, lorsque l'on fouille un peu dans la littérature du monde magique, on s'aperçoit que globalement, c'est bel et bien une élection qui permet de désigner le titulaire du poste en temps normal, même si ce n'est pas indiqué de manière stricte dans les fondements du roman. Ceci explique cependant pourquoi il est de bon ton de parler par exemple d'Albus Dumbledore comme étant l'un des favoris, à plusieurs reprises, pour prendre cette fonction. Nous ne savons pas non plus exactement qui participe au vote, s'il s'agit d'un vote au suffrage universel direct, s'il s'agit d'un vote au suffrage universel indirect. Dans l'hypothèse où l'élection serait une élection au suffrage universel direct, on peut imaginer que tous les sorciers majeurs, c'est-à-dire qui sont âgés de plus de 17 ans, seraient en capacité de voter pour élire le Premier ministre, mais rien ne le laisse penser et aucune élection d'ailleurs ne se déroule, en tout cas ouvertement, durant les événements couverts par les 7 romans de Harry Potter. Pour ce qui concerne un éventuel vote au suffrage universel indirect, là aussi nous ne disposons pas tellement de plus d'informations dans la mesure où nous ne voyons jamais apparaître dans Harry Potter de rôle politique intermédiaire que nous pourrions rattacher par exemple à des grands électeurs ou pourquoi pas à des parlementaires. En l'occurrence, nous n'avons pas d'informations là-dessus ou très peu, vous allez le voir. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aucune élection ne semble se dérouler, quoi qu'il arrive, sur les 7 années qui séparent les événements de Harry Potter à l'école des sorciers de ceux qui se déroulent dans Harry Potter et les reliques de la mort. Il faut cependant reconnaître que les 3 dernières années, évidemment, furent pour le moins mouvementées politiquement. Il y est donc possible qu'en effet la situation demeure en l'état, faute de mieux, mais de base, de ce que l'on croit comprendre, un mandat ministériel semble durer 7 années. Cependant, l'élection n'est pas le seul moyen possible, évidemment, pour obtenir un ministre de la magie, ni d'ailleurs pour le virer de son poste aussi.
On sait qu'il existe également, et c'est J.K. Rowling là pour le coup qui le précise, l'équivalent de ce que l'on appelle dans le monde des moldus en fait une motion de censure. La motion de censure, bon, on pense que globalement tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit, vu que c'est un peu le quotidien dans notre pays depuis plusieurs années, mais en gros c'est un système qui permet de mettre en bascule la confiance qui est accordée au gouvernement. Il s'agit d'un texte, en l'occurrence, qui est présenté sur lequel les sorciers ou leurs représentants peuvent se prononcer. En l'occurrence, on sait que ce dispositif aura été utilisé à au moins une reprise en 1789, année on ne peut plus sinistre s'il n'en est, où le ministre de la magie de l'époque, Porteus Knackball, a été obligé de quitter son poste car il était considéré comme étant un peu trop proche du Premier ministre moldu. Ce qui ne demeure pas, pour le coup, très clair, c'est s'il s'agit d'un vote sur lequel doit se prononcer l'ensemble des sorciers, ou au contraire, si une sorte de parlement du monde des sorciers peut prendre le relais et exercer ainsi ce pouvoir en fait de censure. C'est là en fait où arrive la question du Major Maggot, qui a souvent été présenté, peut-être à tort, uniquement que sous son aspect cour de justice, alors qu'elle semble aussi jouer de manière assez claire également un rôle parlementaire qui peut donc jouer en fait une sorte de contrepoids au ministre de la magie quand cela s'avère être nécessaire. Ainsi, si le ministre de la magie semble exercer son pouvoir de manière parfois très autocratique, il peut aussi être contrebalancé par cette institution quand elle joue évidemment son rôle de contre-pouvoir, et on sait que ça n'aura pas toujours été le cas dans les événements de Harry Potter. Un ministre peut aussi évidemment démissionner ou être poussé à démissionner, comme ce fut le cas de Cornelius Fudge à la fin des événements de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, où la pression populaire rendait de toute façon son maintien totalement intenable après les errements et, disons-le, les erreurs absolument monstrueuses d'un point de vue stratégique vis-à-vis du retour du Seigneur des Ténèbres. Évidemment, en dehors des élections, il y a aussi des mesures d'exception qui peuvent se faire jour dans la conduite des affaires du ministère de la Magie et la nomination, par exemple, d'un ministre en temps de crise. Nous l'avons vu dans le cadre de l'assassinat perpétré à l'encontre de Rufus Scrimgeour, où l'arrivée, effectivement, de Pius Ticnis au pouvoir rebat un petit peu les cartes. Dans ce cadre, on observe que face à un coup d'État, il n'existe absolument aucun garde-fou, ni aucune limite pour contrer ce type d'événement, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'une prise de pouvoir qui se fait par la violence et en provenance d'un mouvement, en l'occurrence les Mange-Morts, qui fait régner la terreur dans l'ensemble du monde des sorciers britanniques. Le fait est qu'on ne mesure pas véritablement la manière dont ces nominations d'exception peuvent fonctionner. On croit savoir que durant la première guerre du monde des sorciers, un tel dispositif avait été mis en place pour tenter de convaincre Albus Dumbledore de prendre la tête de la bataille contre Lord Voldemort. On se souvient que Dumbledore avait rejeté cette proposition pour les raisons que l'on connaît et que l'on a déjà abordées. En somme, globalement, le système d'organisation des institutions dans le monde magique demeure pour le moins un système assez flou et peu décryptable pour les non-spécialistes. Il n'en reste pas moins qu'en effet, on peut déduire que le ministre de la magie est soumis à un mandat électoral qui peut être sanctionné tant par les électeurs du monde magique lors d'un prochain scrutin que par une assemblée parlementaire, en l'occurrence le Major Maggot, qui peut remettre en question effectivement la capacité du ministre à gouverner ou à exercer ses fonctions de manière loyale et durable vis-à-vis de la société du monde magique. Alors, on peut évidemment aussi se poser la question, car on vous voit venir, qui est de savoir quelle place joue en Grande-Bretagne la royauté vis-à-vis du système constitutionnel et institutionnel britannique. Cette question est d'ailleurs tout à fait légitime et pertinente dans la mesure où, vous le savez, dans le monde des Moldus, la Grande-Bretagne est un régime qui a su conserver un peu le meilleur des deux mondes pour en faire une monarchie parlementaire, où le roi est appelé à nommer le Premier ministre dont le parti a remporté les élections. En l'occurrence, la monarchie britannique ne semble avoir absolument aucun lien avec le ministère de la magie et le monde de la magie en général. Si J.K. Rowling prend bien la peine d'illustrer que les relations entre les deux mondes politiques peuvent exister, c'est bien au travers d'échanges, mais qui se déroulent avec le Premier ministre moldu et non avec le souverain, ce qui est quand même un point intéressant à relever, d'autant plus qu'on sait que la relation entre la couronne britannique et le monde magique n'a pas toujours été aussi éloignée qu'on peut le penser. En l'occurrence, on se souvient que Lucius Malfoy, premier du nom et non le père de Drago Malfoy, que nous connaissons dans Harry Potter, avait intrigué pour se retrouver en capacité d'épouser Élisabeth Ier
Donc voilà, ça avait été un truc un peu dans un espèce de complot un peu bizarre. Ce complot avait été stoppé net, mais on sait qu'il y avait eu cette volonté véritablement de mettre un sorcier, entre guillemets, sur le trône d'Angleterre. On sait que la cour royale britannique a toujours eu des relations, plus ou moins privilégiées en fonction des siècles, avec évidemment le monde des sorciers. Rien que les familles Black, les Strange, Malfoy ont fait partie des plus vieilles familles de sorciers et sont arrivés en Grande-Bretagne dans les pas de Guillaume le Conquérant en 1066, peu après la bataille d'Hastings. Et on sait même qu'ils ont été récompensés pour certains, notamment les Malfoy, par des terrains absolument monumentaux qui leur ont permis d'asseoir leur autorité. Les liens ne sont donc pas franchement très lointains, même si à notre connaissance, la famille royale britannique n'a jamais connu de sorcier en son sein. J.K. Rowling semble avoir fait le choix de protéger la famille royale en fait de toute influence du monde des sorciers et on remarque qu'il n'y a quasiment aucune référence qui est faite dans le cadre de Harry Potter ou encore même dans celui des Animaux Fantastiques. Alors, petit aparté quand même, on sait que l'actuel roi d'Angleterre, Charles III, est un énorme fan de Harry Potter et qu'il lui arrive de manière très régulière de faire la lecture à ses petits-enfants des livres de J.K. Rowling. En l'occurrence, ce qui demeure certain, c'est que si le souverain nomme bien le Premier ministre Moldu dans le cadre de son pouvoir constitutionnel, ce n'est pas le cas pour le ministre de la Magie, dans la mesure où les institutions du monde Moldu britannique sont régies par une constitution et des règles bien établies, et que le monde magique doit, lui, demeurer dans le secret depuis l'adoption du Code international du secret magique, il semble par définition tout à fait logique que le souverain n'ait pas de rôle à jouer vis-à-vis du ministre de la Magie dont il ignore par essence l'existence. Alors, autre question qui vous vient probablement en tête, c'est de savoir pourquoi le ministre de la Magie n'est pas Premier ministre du monde magique et qu'il s'entoure de différents ministres comme en fait dans le monde des Moldus. Et c'est une très bonne question qu'il faut se poser. En réalité, il faut bien comprendre que le ministère de la Magie est une administration, nous en avons déjà parlé, qui est extrêmement puissante et qui a la main sur à peu près tout. Le responsable de cette administration, en l'occurrence le ministre de la Magie, exerce donc la majorité des pouvoirs sans réelle séparation entre eux d'ailleurs. Et que, bien qu'on semble être dans le cadre d'un régime parlementaire, c'est aussi un régime présidentiel sous bien des aspects. Le pouvoir exécutif, le pouvoir réglementaire, le pouvoir judiciaire semblent pouvoir reposer dans ses mains de manière presque incontrôlée, même si évidemment il faudrait qu'on creuse davantage cette question pour se rapporter notamment au rôle du Machin Maggot. Afin que l'autorité du ministre, en tout cas, ne soit pas contestée, il est plus intéressant évidemment de se réfugier derrière des directeurs de département qui dépendent du pouvoir nominatif du ministre de la Magie. En l'occurrence, c'est quelque chose qui semble être plutôt logique. Alors, cela n'empêche pas non plus de voir apparaître, par exemple, le poste de sous-secrétaire d'État quand on aborde le personnage de Dolores Ombrage. Ces postes doivent être une manière, grosso modo, de regrouper plusieurs départements sous l'autorité d'une seule et même personne qui rapporte directement au ministre. Nous n'avons, sauf erreur de notre part, aucune trace d'un quelconque secrétaire d'État ou d'un quelconque autre ministre dans l'organisation interne du ministère de la Magie. En résumé, vous l'aurez compris, si les textes régissent le fonctionnement du monde magique, ce ne sont pas franchement des textes extrêmement stricts, puisqu'ils laissent quand même une très large interprétation possible au ministre de la Magie en exercice pour exercer son mandat. Ce flou institutionnel, presque constitutionnel même, est évidemment une porte ouverte à toutes les dérives que nous avons pu constater dans le cadre du mandat, par exemple, qui a été celui de Cornelius Fudge, et par extension qu'on a pu voir évidemment dans le coup d'État mené par Voldemort avant qu'il ne soit renversé par Harry Potter et ce qu'il restait de l'Ordre du Phénix durant la bataille de Poudlard et que Kingsley Shacklebolt devienne enfin ministre de la Magie avant d'être remplacé plusieurs années plus tard par Hermione Granger. Vous l'aurez compris, on est quand même dans une espèce de flou un peu bizarroïde qui n'est pas inintéressant mais qui laisse quand même penser que effectivement l'élection du ministre de la Magie, c'est pas forcément quelque chose qui coule toujours de source en fonction des époques, en fonction de la manière dont se déroulent, on va dire, les périodes politiques. Et voilà, les périodes de guerre sont aussi des périodes où des mesures d'exception peuvent être mises en place. Enfin bref, il y a évidemment plein de sujets qui font qu'aujourd'hui, on est quand même dans un espèce de flou, mais on trouvait intéressant quand même de se poser un petit peu la question, de savoir comment ça se passait dans le monde, évidemment, de la magie. Alors, on a essayé de glaner quelques informations à droite à gauche sur le fonctionnement du ministère de la Magie en France. On vous avoue que pour l'instant, on n'a rien trouvé, mais on va quand même continuer à chercher des fois qu'on
qu'on trouverait quelque chose, parce que nous, c'est vrai que c'est un sujet qui nous intéresse évidemment beaucoup, qu'on a vraiment envie de travailler, et donc comptez sur nous pour continuer évidemment à explorer cette partie du monde magique, parce que c'est pour nous évidemment un sujet assez intéressant et qui nous passionne. Donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu, on espère que vous terminez bien le mois de juillet avec un temps tout à fait automnal qu'on adore. Peut-être que le mois d'août sera un petit peu plus sympathique en termes de temps et qu'on pourra tous passer les vacances un petit peu au soleil, tout du moins en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite et ce qu'on se souhaite également, et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures et évidemment avec de nouvelles vidéos qui vont sortir comme vous le savez toutes les semaines. À très bientôt.